Bilan lecture du tracker des livres du mois de décembre 2017. Action! Salut, bienvenue sur la chaîne du tracker des livres. Aujourd'hui, bilan lecture du mois de décembre, un peu à la bourre. Je vous l'accorde. Le sceau des sorcières de Jacques Vaudroux. Isabelle Desmondières est retrouvée morte chez elle, horriblement torturée. Quelques jours plus tard, une gentille mère de famille assassinée avec les mêmes blessures d'Isabelle Desmondières. Nadia Barca est chargée de l'enquête. Les élites lyonnaises semblent mouillées d'une manière ou d'une autre dans cette histoire. Malgré des recherches tous azimuts, son équipe ne trouve rien. Enfin, presque rien. Le début de quelque chose qui pourrait les aider. Le seul point commun des deux femmes est un tatouage. Cette marque date d'une période où l'Inquisition ravageait les régions d'Europe. Les réponses pourraient se trouver dans le passé. Nadia Barca part pour Rome avec un vieil ami ecclésiaste. Et voilà qu'elle apprend que certains documents importants se trouvent chez un vieil aristocrate misanthrope italien qui ne reçoit plus personne depuis très longtemps. Par un ami italien, le Vatican ouvre ses portes sur les plus grands secrets des grands procès de l'Inquisition du XIIe siècle. Elle y retrouve l'histoire complète. Le capitaine rentre à Lyon. Les morts continuent à tomber. Le milieu du grand banditisme et des proxénètes entre dans la danse. Une histoire aussi prenante qu'haletante. L'auteur nous tient en haleine jusqu'au bout. Vaudroux est malin. Il organise des scènes d'action hyper réalistes qui donnent une énergie incroyable au récit. 188 mètres sous Berlin de Magdalena Paris, à travers un tunnel de 188 mètres de long qui relie la RFA et la RDA. L'auteur compose une histoire complexe qui lui permet de mettre à jour un passé dramatique qui se construit dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette période de l'histoire divisa la population allemande et des familles entières pendant plusieurs dizaines d'années. En 2000, Klaus est exécuté. En 1980, il participa à la construction d'un tunnel pour faire s'évader un ressortissant de la RDA. Enfin, c'était l'idée de départ. En 2010, Peter, l'un des membres qui participa à cette aventure, se met à enquêter sur la mort de son ami Klaus. Patiemment, il cherche et retrouve toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette folie. Avec méthode, il recueille tous les témoignages possibles. Qui était l'homme qui devait aider à quitter la RDA? Plus il avance dans son enquête, plus il remonte dans le passé de chacun, ainsi que celui de leur famille et de leurs proches respectifs. Nous découvrons des personnages complexes qui semblent liés par le passé et qui se retrouvent tous au même endroit, dans le même tunnel. Un roman choral qui dessine des individus qui ont vu leur vie chamboulée. Sur plusieurs décennies, l'auteur nous conte l'histoire d'un pays qui fut scindé en deux, une population qui se leva libre et se coucha enfermée derrière un mur gris, une prison à ciel ouvert. Le crime de l'Orient Express, Agatha Christie, mes classiques à moi. Hercule Poirot, détective belge, s'est fait un nom à travers le monde en résolvant des crimes d'une manière complètement nouvelle. Sa capacité à résoudre les crimes les plus complexes fait de lui un homme très demandé. Alors qu'il passe sa nuit dans l'Orient Express, Poirot est réveillé par des bruits curieux qui semblent venir du compartiment voisin. Le matin, il apprend qu'un homme est mort assassiné cette nuit, Monsieur Ratchet. Quelques heures plus tôt, ce même homme l'avait sollicité pour un contrat de protection moyennant une forte somme d'argent. Agacé par ses manières, le détective l'avait refusé. En fouillant méthodiquement la scène du crime, Poirot découvre la véritable identité de Ratchet. Il s'agit de Monsieur Cassetti, un homme dangereux qui a échappé de peu à la potence pour le kidnapping et le meurtre de la petite Daily Armstrong. L'examen du cadavre montre plusieurs coups de couteau. Personne n'a pu quitter le train et aucune nouvelle personne n'a pu y rentrer. Le ou les tueurs se trouvent toujours dans le train. Poirot organise alors les interrogatoires. C'est là que la méthode Poirot entre en jeu. Agatha Christie s'amuse avec nous. Elle invente une histoire géniale en se servant d'un décor splendide, le fameux train aussi luxueux que représentatif d'une époque qui deviendra mythique par la suite. Elle s'appuie sur une affaire qui défraya la chronique à son époque,
Le 12 mars 1932, Charles Auguste Lindbergh Jr., le fils de l'aviateur Charles Lindbergh et d'Anne Maro Lindbergh, disparaît. Le nourrisson de 20 mois est enlevé au domicile de ses parents. Cette affaire fut l'une des plus médiatisées du XXe siècle. L'auteur joue sur les impressions qui impactent le lecteur d'alors. Un classique du tracker. Dis-moi que tu mens de Sabine Durand. Paul Maurice, auteur talentueux, des années plus tôt, poursuit sa vie sur ses seuls acquis. Il habite une maison qui ne lui appartient pas et a tendance à s'en croire propriétaire. Il est snob sans en avoir les moyens et plein de suffisance. Il va devoir rendre son logement et retourner chez sa mère. Il se rend compte qu'il doit changer les choses s'il veut décrocher quelque chose de mieux. Alors qu'il tombe des trompes d'eau, Paul Maurice se met à l'abri dans une librairie. Il attend un peu quand une voix d'homme crie son nom. Un rapide coup d'œil, il aperçoit l'homme. Tout en lui serrant la main, il tente de se souvenir de son nom. Anthony Hopkins, ancien camarade de Cambridge. Paul lui laisse son numéro et se sauve avec la promesse d'un appel prochain. 2 semaines plus tard, le téléphone de Paul sonne. C'est son ancien camarade de jeu. Il l'invite à un lunch entre amis. Quand on est juste côté finance, on ne mégote pas sur un repas gratis. Il arrive à l'adresse indiquée et découvre une demeure luxueuse et des jolies voitures. La porte s'ouvre sur Tina, la maîtresse de maison. Pourtant, ce soir-là, c'est Alice, une amie du couple qui retient l'attention de Paul. C'est à partir de là que la mécanique se met en branle. Un piège savamment orchestré où tout ce que Paul est et a été va se transformer en un maillage d'acier. Sous le soleil écrasant de graisse, le héros se dirige vers sa fin inéluctable. Un thriller complexe qui traite des maux d'une société du paraître. Quand l'ego pousse à une succession de mensonges et qu'à la fin, même la vérité est impossible à prouver. Un huis clos surprenant où le héros, alors qu'il tente de faire mieux, cloue lui-même le couvercle de son cercueil. Vient le moment où il faut avoir les moyens de payer. L'étude des personnages est une mise en exergue du dysfonctionnement de société. Je joue de Ève de Castro. Joseph Brolaski est né en novembre 1739 à Alitz, en Russie polonaise. Fils de la comtesse Boroulavska, la famille de nobles est ruinée par la folie du jeu qui dévore le comte. Pour sauver Joseph de la déchéance, sa mère le vend comme jouet humain. Joseph a une particularité unique. À 9 ans, il mesure 50 cm. Parfaitement proportionné, il est brillant et apprend vite. Dès ce jour et toute sa vie, il devra se battre pour vivre une vie de gentilhomme. Bien qu'il ne dépasse jamais 99 cm, son corps évolue normalement. Il peut aimer et avoir des enfants. Il évolue au moment où le monde commence à changer. Il est le témoin privilégié de la Révolution française. Pour survivre, il voyage à travers différents pays avec son violon et ce qu'il est pour vivre. Il vivra jusqu'à un âge avancé de 98 ans, ayant vécu une vie pleine d'aventures, de grandes joies et de drames absolus. Sa vie racontée est aussi étonnante que bouleversante. Des garçons bien élevés de Tony Parsons. L'inspecteur Max Wolf sort d'une enquête difficile. Il doit quitter son service. Il s'oriente vers la brigade des homicides et il va être servi. Sa première affaire, Hugo Buck, un banquier de haut vol qui a été découvert mort dans son bureau, la gorge tranchée. Sur place, une inscription. Porc. Sur son bureau, Wolf trouve une photo datant des années 80. Un groupe de 7 hommes en tenue militaire, dont la victime. Assez rapidement, la police découvre un autre homme égorgé et presque décapité lui aussi. Sur place, le même mot tracé, porc. L'homme se trouvait sur la photo du bureau avec Hugo Buck. Wolf va devoir se dépêcher pour trouver les autres noms. Le seul point commun des deux hommes, avoir été élevés dans la prestigieuse école de Pottersfield. Une école qui forme l'élite de la nation, des politiques aux hommes d'affaires. Le policier va devoir fouiller dans les vieux souvenirs pour trouver ce que ce groupe de garçons a bien pu faire pour être la cible de cette vengeance. Et surtout pourquoi. Pour trouver l'arme du crime et un peu d'inspiration, Wolf découvre le musée noir de Scotland Yard. Tout semble relier les morts à cette école. Un roman qui commence par une scène révoltante qui met en condition et nous secoue. Le palpitant s'accélère. L'enquête peine un petit peu à démarrer. Après un début plein de tension, l'auteur se perd un petit peu dans les rouages hiérarchiques de Scotland Yard. Le fameux musée noir
de la police nous titille juste ce qu'il faut. Un petit coup de mou donc, mais l'auteur redonne un coup de fouet, nous faisant découvrir un système de grande école et les arcanes de la police. L'auteur est malin, et dès les premières lignes, il nous fait découvrir les raisons de ces meurtres, et pas les coupables. Et plus on tourne les pages, plus on veut savoir et découvrir. Des rebondissements et une surprise de taille pour la fin. Potence de Ingrid Desjours. Charlotte Delaunay est brutalement assassinée. Le crime est passionnel. C'est une femme libre dans tous les sens du terme. Charlotte Delaunay faisait partie du club des surdoués appelé Potence. Mot latin signifiant puissant, souverain. Autant dire que ceux qui en font partie ont un ego surdimensionné. Patrick Vivier, chargé de l'enquête, est presque sûr que le meurtrier fait partie de ce groupe. Entretenant une relation avec Garance Hermosa, il lui demande d'infiltrer ce groupe. Psycho-criminologue, elle possède un QI élevé et n'a aucun mal à intégrer ce groupe. Elle se mêle aux membres et tente de trouver des indices en observant la manière d'être de chacun. Aucun n'est neutre face au meurtre de Charlotte. Au fur et à mesure de l'histoire, à travers le regard de Garance, nous découvrons les différents protagonismes qui forment Potence et les Alpha-Pi, un autre groupe placé au-dessus de Potence. Cela semble plus dangereux. Ils font tout pour étaler leur influence. Réalisme frappant. L'auteur s'amuse à charger le narrateur et se met plus près des individus. La construction psychologique de chaque personnage donne à l'histoire un réalisme frappant. Le lecteur plonge dans l'enquête et se met au plus près des individus qui parcourent la trame du récit. Il y a un petit ralentissement, mais l'auteur donne une petite secousse qui accélère le rythme. Des QI élevés, c'est des bombes émotionnelles sur pattes. Certains d'entre eux sont des manipulateurs brillants. Ils pensent différemment et ont parfois des fulgurances pas toujours compréhensibles. Avec ces fêlures, Garance va devoir démêler le vrai du faux tout en prenant garde au fond semblant. Son héroïne est attachante par ses faiblesses tout en étant très juste dans son analyse des personnages et dans ses raisonnements. Les mères de Samantha Hayes, coup de cœur du tracker. Dans une banlieue chic d'Angleterre, à Birmingham, Claudia, enceinte jusqu'aux yeux, cherche une nounou. Belle-mère de jumeaux, aussi adorable que turbulent, elle va avoir besoin d'aide. Son mari, militaire de carrière, ne sera pas présent à la naissance de leur fille. Ils embauchent Zoé Harper, nanny de compète aussi charmante qu'efficace. Pourtant très vite, Claudia se pose des questions concernant Zoé sans vraiment savoir pourquoi. Elle semble très curieuse et très intéressée par l'enfant que porte Claudia. Pourtant, elle emménage dans la maison et arrive à se rendre très vite indispensable. Les enfants s'attachent à elle et le couple est ravi de son application dans son travail. Pendant ce temps-là, en ville, la police est sur les dents. Lorraine Fisher, inspecteur, enquête sur les meurtres particulièrement atroces d'une femme sur le point d'accoucher. Rapidement, une seconde femme enceinte est retrouvée, agressée dans les mêmes conditions. La ville est plongée dans la peur et la crainte. Un assassin s'attaque aux femmes enceintes. De son côté, Lorraine Fisher travaille avec son mari, couple professionnel et en privé. On a bien compris que l'auteur choisit de devenir mère sous tous les angles et de toutes les manières possibles. Elle brosse le portrait de plusieurs types de mamans. Elle décrit celle qui attend son enfant, celle qui souffre de son absence. À travers des personnages de Claudia, Zoé, Lorraine, on découvre plusieurs façons de vivre sa maternité et surtout de tout ce que cela implique au quotidien. On se colle dans les pas des personnages, tant par leur joie que par leur crainte. Des fausses pistes, quelques longueurs voulues par l'auteur et une fin complètement dingue qui vous retourne et vous laisse glacé de partout. On ne lâche pas le livre jusqu'au dénouement final qui nous saisit au vol. L'auteur nous manipule et vous savez quoi? On leur demande. C'était le bilan du mois de décembre. Plutôt sympa. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous. Mangez les chouquettes. À bientôt. Bonne nouvelle année. À bientôt. Au revoir.